Le X5 de première génération, vendu comme la promesse ultime de prestige, a vu cette promesse remplacée par un piège financier qui a mis à mal les économies de ses propriétaires. Chaque défaut caché a rongé leur portefeuille, transformant le symbole de réussite en une charge écrasante. Les campagnes publicitaires promettaient puissance et domination absolue, mais la réalité a rapidement dévoilé des pannes récurrentes, obligeant les conducteurs à puiser dans leurs réserves. Au fil des années, la frustration s'est intensifiée, faisant de ce véhicule de luxe un poids lourd sur le budget familial. Le 1994-1999, le groupe allemand, réputé pour ses berlines sportives, décida de s'aventurer dans le segment en pleine expansion des SUV de luxe. Pour cela, il chercha la technologie de transmission intégrale qui manquait à son portefeuille. La solution apparut sous forme d'une offre inattendue, l'achat de la société britannique Rover Group. Le prix se monta à 800 millions de livres, une somme colossale pour un constructeur qui n'avait jamais touché à ce type de véhicule. Cette transaction permit à BMW de mettre la main sur le système de transmission intégrale développé depuis des années par Rover, ainsi que sur d'autres brevets liés aux véhicules tout-terrain. Dès l'annonce de l'acquisition, les médias peintèrent le projet comme la naissance d'un champion du tout-terrain, capable de combiner la sportivité allemande avec la robustesse britannique. Les campagnes publicitaires, diffusées dans les salons automobiles majeurs, mettaient en scène le futur X5 glissant sur des routes enneigées et des chemins de terre, promettant aux acheteurs un contrôle absolu, quelles que soient les conditions. L'image était claire. Le X5 deviendrait le symbole d'un prestige accessible, un Black Beast qui allierait puissance, élégance et capacité tout-terrain. Pour concrétiser cette ambition, les ingénieurs de BMW furent mis sous pression afin d'intégrer la technologie de transmission intégrale de Rover dans un châssis totalement nouveau, distinct de la plateforme de la série 5. L'objectif était de lancer en Millennium un SUV qui ne se contenterait pas d'emprunter une composante extérieure, mais qui exploiterait pleinement le potentiel du système all-wheel drive. La date de sortie fut fixée pour la fin du Millennium, créant une attente fébrile parmi les concessionnaires et les clients potentiels. Les premiers ordres d'achat affluèrent, les réservations se multiplièrent et les prévisions de vente atteignirent des chiffres jamais vus pour un véhicule de ce segment. Toutefois, derrière le rideau de l'enthousiasme, une tension se dessinait. La acquisition coûtait 800 millions de livres, mais la seule véritable valeur récupérée était la technologie de transmission intégrale, tandis que le reste de l'opération, les usines, les marques, les réseaux de distribution, restait largement inutilisé pour le X5. Cette dissonance financière, invisible aux yeux du public, allait bientôt devenir le point de fracture du rêve tout-terrain. La question qui se posait alors était cruciale. Quelle technologie exacte avait réellement été exploitée dans le X5 et comment cette décision allait-elle influencer le véhicule lorsqu'il affronterait les conditions réelles des routes? Le premier X5 voit le jour en 1999, présenté comme le symbole du SUV moderne, construit sur une plateforme entièrement nouvelle, distincte de la gamme de la berline à 5 portes. Les publicités montrent le véhicule sillonnant des routes alpines, la lumière du soleil se reflétant sur ses lignes musclées, tandis que le slogan promet un contrôle infaillible sur tout terrain. Cette promesse s'appuie sur la technologie de transmission intégrale héritée de Rover, la seule composante réellement transférée de l'acquisition de 1984. Dès les salons automobiles, les journalistes soulèvent la question du prix, qui dépasse largement les attentes du segment, mais la réponse officielle se limite à l'excellence technique et à l'expérience de conduite. Les concessionnaires, motivés par des commissions élevées, poussent les acheteurs à signer des contrats de financement à long terme, souvent accompagnés de garanties premium pour rassurer sur la robustesse du modèle. Le financement s'effectue alors à des taux qui augmentent la charge mensuelle, transformant le rêve d'un véhicule de prestige en une obligation financière pesante. Parmi les ingénieurs impliqués, un spécialiste du châssis, aujourd'hui retraité, raconte que les équipes avaient conçu le X5 comme un tout nouveau produit, sans recourir aux pièces du modèle phare de la série 5. Nous avons créé une architecture exclusive, adaptée à la transmission intégrale, pensant qu'elle résisterait aux exigences du tout-terrain,
explique-t-il, soulignant l'ambition technique et la confiance totale dans le nouveau cadre. Cette confiance se reflète dans les premiers essais où la maniabilité est saluée comme exceptionnelle, créant une attente encore plus grande chez les futurs propriétaires. Cependant, dès les premiers hivers russes, les retours des conducteurs s'accumulent. Les poignées de porte extérieures, fabriquées à partir d'un alliage jugé léger, se fissurent sous l'effet du gel. Les utilisateurs décrivent la scène. La poignée se casse, le métal se tord, laissant la porte suspendue comme un fardeau supplémentaire. Le problème apparaît alors que les clients, déjà engagés dans des paiements élevés, doivent couvrir le coût de la réparation, souvent supérieur à la valeur de la pièce remplacée. Cette détérioration est le premier signe d'une fracture entre la promesse de durabilité et la réalité des conditions climatiques extrêmes. Le système de ventilation du carter, appelé PCV, montre également ses limites. Dans les climats froids, les tubes se solidifient, créant une pression interne excessive qui force l'huile à fuir, parfois jusqu'à l'échappement, générant de la fumée noire et un bruit de cliquetis inquiétant. Les propriétaires se voient contraints de vidanger le moteur plus fréquemment, augmentant les intervalles de maintenance et les dépenses d'entretien. Le coût moyen d'une vidange supplémentaire s'élève à plusieurs centaines de dollars, un fardeau supplémentaire pour ceux qui ont déjà souscrit à des financements à long terme. Parallèlement, la suspension arrière, conçue avec un angle négatif de carrossage, accélère l'usure de la bande intérieure du pneu. Sur les routes enneigées, chaque virage amplifie la pression sur la partie intérieure du pneu, provoquant une usure prématurée, souvent visible après seulement quelques milliers de kilomètres. Les conducteurs doivent remplacer les pneus plus tôt que prévu, ce qui engendre des frais additionnels et augmente le risque de perte d'adhérence, surtout lors de manœuvres d'urgence. Ces problèmes techniques se traduisent en une cascade financière. La nécessité de remplacer fréquemment des pièces coûteuses, de payer des réparations urgentes et de supporter des charges de financement élevées. Les ateliers de réparation, débordés par les flux de panne, voient leurs marges diminuer, tandis que les clients ressentent une tension croissante entre le prestige affiché et les dépenses réelles. L'image du X5, autrefois perçue comme le summum du luxe, commence à se fissurer davantage, à l'instar des poignées qui cèdent sous le gel. Le doute s'installe alors parmi les premiers propriétaires, qui observent leurs investissements se déprécier rapidement. Les réseaux sociaux, les forums spécialisés et les clubs d'amateurs deviennent les lieux où se partagent les expériences négatives, chaque récit amplifiant le sentiment d'insécurité financière. Le nombre de plaintes augmente, et les concessions, sous la pression de leurs supérieurs, se voient obligées d'offrir des extensions de garantie supplémentaires, souvent à un coût pour le client final. Dans le même temps, BMW continue de promouvoir les versions diesel M57, réputées plus fiables, sans toutefois adresser les défauts structurels déjà identifiés sur les modèles à essence. Cette stratégie crée une division au sein de la communauté des propriétaires. Ceux qui misent sur la puissance du V8 voient leurs attentes trahies par des pannes récurrentes, tandis que les détenteurs du diesel espèrent une résilience à long terme. Cette dichotomie alimente un débat sur la pertinence du choix technologique initial et soulève la question de savoir si la décision de se concentrer uniquement sur la transmission intégrale aurait pu masquer d'autres failles de conception. À mesure que les témoignages s'accumulent, l'ampleur du problème devient difficile à ignorer. Les propriétaires, autrefois fiers de posséder un véhicule d'exception, voient leur budget s'effriter sous le poids des réparations et des frais bancaires. Le prestige qui faisait le succès du 10.5 se détériore, et les premières alertes laissent présager des conséquences plus graves. Comment ces premières défaillances vont-elles se répercuter sur les conducteurs dans les hivers les plus rudes ? Dans les régions où le gel s'installe dès la tombée du jour, les premières défaillances concernent souvent les poignées de porte. Fabriquées à partir d'un alliage fragilisé par le froid, elles se cassent ou se bloquent dès que l'humidité à l'intérieur du mécanisme gèle, obligeant les conducteurs à trouver des solutions de rechange pour accéder à l'habitacle. Un problème tout aussi insidieux touche le système de ventilation positive du moteur, le PCV. En climat glacial, les conduits du PCV peuvent geler, provoquant une hausse soudaine de la pression interne du moteur et, dans certains cas, des fuites d'huile qui s'écoulent vers l'extérieur. Ces fuites,
signalées par plusieurs propriétaires, entraînent des vidanges plus fréquentes que ne le préconise le calendrier d'entretien d'origine. Le coût de ces réparations peut rapidement devenir un fardeau financier. Selon certains rapports de forums en ligne, les pièces de rechange, notamment les poignées de porte et les garnitures du système PCV, sont vendues à des prix élevés, parfois significatifs par rapport au prix d'achat initial du véhicule. De nombreux conducteurs, attachés à l'image de réussite que représente le X5, voient leurs économies se réduire face à des dépenses imprévues, créant une tension entre le désir de conserver ce symbole de prestige et la réalité d'un entretien récurrent. Sur les forums, les plaintes se multiplient, formant un crescendo de mécontentement. Les messages décrivent des poignées qui se brisent, des fuites d'huile et une usure rapide des pneus. Les discussions évoquent des solutions de fortune et la crainte que ces problèmes cumulés n'entraînent une perte de valeur du véhicule. Ainsi, la question qui persiste est la suivante. Comment ces défaillances techniques influenceront la relation des propriétaires avec le X5 et les pousseront-elles à chercher des alternatives au simple entretien? Après l'hiver rigoureux qui a mis à nu les premières faiblesses du X5, les propriétaires commencent à ressentir la pression financière. Les poignées qui se brisent, le système PCV qui gèle et la suspension arrière à angle négatif se traduisent rapidement en factures d'entretien qui explosent. Certains acheteurs, cherchant à maintenir l'image d'un véhicule de prestige, contractent des prêts pour couvrir les réparations, tandis que d'autres, épuisés par les coûts récurrents, décident de mettre la main à la poche et de vendre leur X5 à un prix qui ne dépasse pas celui d'une petite citadine. Le marché de l'occasion se sature. Les annonces affichent des montants qui tombent à moitié du prix d'achat initial, créant un effet domino où chaque nouvelle vente à perte alimente la méfiance des acheteurs potentiels. Cette chute de valeur n'est pas seulement un problème de chiffres, elle déclenche une onde de choc au sein du réseau de concessionnaires. Les garages BMW, autrefois remplis de véhicules flambant neufs, se retrouvent envahis de X5 à la recherche de pièces détachées. Les stocks de pièces d'origine s'amenuisent rapidement, et la demande pour des composants de substitution augmente en flèche. Des forums spécialisés foisonnent de témoignages désespérés. La poignée s'est détachée dans la neige. L'huile s'échappe chaque 1000 km. Les pneus s'effritent avant même la fin de la saison. Cette saturation pousse une filière parallèle à émerger, où des composants non originaux, souvent de qualité inférieure, sont vendus à prix dérisoire. Les propriétaires, tiraillés entre la nécessité de réparer leur véhicule et le désir de préserver une certaine dignité, se tournent vers ce marché illégal, acceptant des risques supplémentaires pour sauver leur investissement. Parallèlement, la décision stratégique de BMW de se séparer du groupe Rover apparaît comme un point de bascule. En 2000, le constructeur allemand cède Rover, incluant Land Rover, à Ford, une opération qui expose ouvertement le fait que l'acquisition initiale de 800 millions de livres n'a pas porté ses fruits comme prévu. Cette cession est perçue comme la reconnaissance d'un échec financier majeur, un aveu que les fonds investis n'ont servi qu'à acquérir la technologie de transmission intégrale, laissant le reste du projet sans soutien adéquat. L'information se propage rapidement parmi les passionnés d'automobile, amplifiant la perte de confiance dans la marque et accentuant la chute du X5 première génération sur les marchés mondiaux. La fin de la production en 2006 marque la conclusion officielle de cette première génération, mais le réel impact se fait encore sentir. Les ateliers de réparation se transforment en ateliers de transplantation. Les véhicules sont démontés pièce par pièce pour alimenter ceux qui restent en circulation. Les employés, autrefois fiers de assembler un SUV de luxe, voient leur journée rythmée par le démontage de carrosserie, la récupération de moteurs V8 et la remise en état de suspensions défectueuses. Le moral des équipes plonge, tout comme le chiffre d'affaires des concessions qui voient leurs marges s'éroder face à une demande décroissante. Cette dégringolade crée une contradiction criante. Un produit qui, malgré ses débuts prometteurs et son image de véhicule céleste, se retrouve aujourd'hui comme une charge financière pour ceux qui l'ont acheté. Le modèle, autrefois symbole de réussite, devient un exemple vivant des risques liés à des investissements massifs non adaptés aux conditions locales. Alors que l'industrie automobile observe cette débâcle, une question persiste dans les esprits des observateurs et des clients.
Quels enseignements peuvent être tirés de cette chute vertigineuse et comment éviter que d'autres projets ne subissent le même destin? Les véhicules de première génération du 10.5, aujourd'hui retirés des chaînes d'assemblage il y a environ 2 décennies, sont souvent présentés comme des objets de collection. Selon certains rapports de sites de vente spécialisés, des exemplaires conservant leur carter d'origine et leurs poignées intactes peuvent atteindre des prix supérieurs aux valeurs d'occasion des véhicules neufs de la même période. Cette revalorisation s'explique à la fois par le statut mythique du modèle et par le fait qu'un nombre limité d'exemplaires reste complet, chaque composant d'origine étant devenu une denrée précieuse. Parallèlement, les clubs de passionnés se sont organisés autour de réseaux d'échange où les propriétaires partagent conseils de restauration, pièces de rechange récupérées et anecdotes sur les réparations coûteuses qu'ils ont dû entreprendre. Le contraste entre le coût initial du véhicule, estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et les dépenses récurrentes pour maintenir la conformité d'origine met en lumière l'impact financier qui s'est étendu bien au-delà du prix d'achat. Certains collectionneurs, pourtant, voient dans ces frais un investissement à long terme, anticipant que la rareté continuera d'alimenter la demande et que la valeur de revente ne cessera d'augmenter. Cette dynamique a incité les constructeurs modernes à réexaminer leur stratégie d'acquisition technologique. L'industrie automobile, aujourd'hui fortement engagée dans le développement des véhicules électriques, constate que l'achat de plateformes existantes ou de brevets ne garantit pas le succès si ces technologies ne sont pas adaptées aux spécificités climatiques et réglementaires des marchés ciblés. Certains modèles électriques ont, en effet, rencontré des difficultés à résister aux températures extrêmes dans les régions nordiques, ce qui illustre le même piège. Une technologie prometteuse peut rapidement devenir source de plaintes de consommateurs et de coûts de service imprévus. Les leçons tirées du 10.5 de première génération s'inscrivent donc dans un cadre plus large de gestion du risque. Les dépenses massives, plusieurs centaines de millions de livres dans le cas du rachat initial, doivent être corrélées à des plans d'adaptation précis, incluant des tests rigoureux dans chaque zone géographique où le véhicule sera commercialisé. Ignorer ces exigences conduit à un décalage entre la promesse publicitaire, qui met en avant un véhicule tout-terrain ultime, et la réalité d'une usure prématurée ou d'une défaillance mécanique, générant ainsi une perte de confiance durable. Ce processus d'apprentissage se reflète également dans les politiques de garantie et de service après-vente. Les constructeurs qui ont intégré des clauses de couverture couvrant les dommages liés au froid ou qui ont développé des pièces de rechange robustes dès la phase de conception réduisent le risque de voir leur modèle devenir des cauchemars financiers pour les acheteurs. Ainsi, la transparence sur les limites techniques et la communication proactive avec les clients deviennent des atouts stratégiques, contrastant nettement avec les promesses excessives qui caractérisaient le lancement du X5. En envisageant l'avenir, on constate que les nouvelles plateformes de mobilité, qu'elles soient hybrides ou totalement électriques, sont de plus en plus scrutées par des communautés d'experts qui évaluent la pertinence de chaque composant dans un contexte local. Cette surveillance accrue alimente une pression supplémentaire sur les constructeurs, les incitant à investir davantage dans le développement de solutions spécifiques plutôt que de se reposer sur des acquisitions génériques. Le résultat potentiel est une offre plus fiable, mais également un coût de développement plus élevé, qui se répercutera inévitablement sur le prix final payé par le consommateur. Finalement, la trajectoire du 10.5 première génération pose une question fondamentale. Si les grandes marques peuvent masquer leurs échecs derrière un marketing reluisant, dans quelle mesure les acheteurs peuvent-ils faire confiance aux promesses lorsque celles-ci reflètent des investissements immenses et des décisions stratégiques complexes? Partagez votre avis dans les commentaires.